Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Marin mon cœur, Eugène Savitskaya, un petit livre, un roman, ou plus précisément, roman en 1000 chapitres dont les 9 dixièmes sont perdus. Pourquoi les 9 dixièmes sont-ils perdus ? Parce qu'il y a sans doute, je ne les ai pas comptés, 100 chapitres, 100 textes à peu près très courts et séparés par des blancs assez importants, comme on peut le voir ici, qui racontent une vie ou deux vies qui se mêlent, celle du père et de son fils. Le fils, c'est Marin, mon cœur, et de manière très subtile, de manière très poétique, on raconte les premiers moments de l'enfant. L'enfant surnommé le nain, et l'adulte qui lui aussi a son mot à dire, le géant. Et dans ces brefs chapitres, ces fragments, ces moments pris du point de vue de l'enfant ou du point de vue de l'adulte ou d'un point de vue qui les entremêle tous les deux, eh bien, petit à petit se noue une relation au monde, relation étrange, relation souvent assez drôle. C'est un livre léger que Marin mon cœur. Voici comment ça commence. Nous avons coutume ici d'accueillir des enfants, c'est-à-dire de les mettre au monde comme ailleurs on capture des éléphants sauvages. Ceux qui capturent les éléphants sauvages afin de se les approprier se doivent de développer une argumentation suffisamment forte pour convaincre l'éléphant que sa vie en captivité sera 1000 fois plus belle que celle qu'il aurait pu vivre à l'état naturel. Cette argumentation prenait chez les Thaïs la forme d'un poème forcément long, car bourré de mensonges, et le poème prenait forcément l'allure d'un chant vantant les richesses et les beautés de la maison d'accueil. Au moins, il y avait un chant pour les recevoir. Les enfants que nous avons toujours appelés avec des mots doux viennent au monde la nuit ou le jour et nous suivent sans que nous devions leur promettre quoi que ce soit. En vérité, il n'y a ni chant ni promesse aucune, mais au contraire une sorte de supercherie du silence, supercherie dont nous aussi nous avons été et sommes dupes pour l'éternité. Alors, chantons. Et promettons, avant qu'il ne soit trop tard, pour parler, même si aux mots se mêlent bon nombre de mensonges, et par là, vérifions nos fondations avant qu'elles ne se désagrègent. L'enfant n'est pas encore né, mais il va arriver, tout commence même avant le début du 2e chapitre. D'abord est la mer dans laquelle le sel est présent, comme il est présent dans tes yeux, la mer lointaine et très proche. Et puis, la rencontre du père et de l'enfant, la naissance. La première fois que je le vis, il n'avait pas encore expiré. Il était pâle et bleu, comme après un effort surhumain, une grande frayeur ou un chagrin. Il serrait dans les poings, malgré sa fatigue, la moiteur vitale. Il avait l'étrangeté de l'axolotl, en dépit de sa forme indéniablement familière. On me dit qu'il avait résolument, pour se frayer un passage vers la lumière, refusé de regarder vers le sol, que, résolument, il avait renversé sa tête en direction de la lumière elle-même, vers le ciel. Quelques secondes après, il expirait
c'est-à-dire qu'il faisait de la place dans son corps pour accueillir l'air souverain. Voilà une très belle description de la naissance. Mais l'enfant va grandir. Il aime les gazouillis et les grelots. Est-ce le tintement des grelots du traîneau rouge qui glissait entre les buissons de houx et les bouleaux? En ce temps-là, le houx portait un nombre incroyable de fruits. En ce temps-là, les fruits du houx étaient rouges, plus rouges que des brûlots, et les bouleaux laiteux de lait gris. Les moutons portent des grelots afin qu'on puisse les retrouver dans le brouillard des montagnes. Les chevaux portent des grelots afin de rythmer leurs courses. Les chiens portent leurs grelots à contre-cœur. Le grelot des vélocipèdes ne sert à rien et les oiseaux gazouillent dans le silence. Et l'enfant, petit à petit, grandit. Il fait ses expériences. Le goût de la terre, par exemple. Le goût de la terre le changerait du goût du lait et de ces relents de lait caillé. Le lait reproche toujours au buveur de l'avoir avalé, car il est terriblement obstiné, toujours hargneux et imprévisible comme une levure, alors que la terre, abondante et fragile, ne demande qu'à être remuée, pétrie, dévorée, digérée et dispersée. Elle ne procure que la satisfaction d'être ingurgitée. Une question essentielle, quel goût a la terre? Et évidemment, un enfant qui n'a jamais mangé de la terre n'est pas un vrai enfant. Et il va grandir, toujours plus. Et il va manger, il va continuer de manger, mais autre chose que de la terre. Dans le ciel obscur, il cherche toujours la lune, qui devrait y être, et un jour sans soleil n'est qu'un demi-jour. Chez la boulangère, il mange du pain. Chez la bouchère, du boudin. Chez le marchand de volailles, il mangerait volontiers des œufs, et chez la crémière, le fromage le plus vieux. S'il en va autrement, c'est que quelque chose cloche. Marin connaît la grande et la petite tristesse. La première ne peut se résoudre. La deuxième ne se résout que par le bain de larmes. Le bain de larmes vivifie, lave les entrailles et promet une grande clarté. Ces scènes banales du quotidien, un enfant qui pleure, tout d'un coup prennent une importance, prennent une dimension beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus forte par l'écriture de ces brefs chapitres. Le géant et le nain. Au géant, Martin apparaît en songe sous la forme d'un animal aux longs cheveux flottants, s'approchant radieux d'un œil de bœuf. Un courant agite la longue chevelure et le visage change continuellement de couleur et d'aspect, influencé par le passage incessant d'énormes nuages. Il est clair que le nain a échappé à l'emprise du géant. Mais à la question de savoir dans quel élément il s'ébat, il n'y a pas de réponse. Je pleure, dit Marin, et je ne sais pas pourquoi je pleure. Est-ce parce qu'aujourd'hui la lumière est différente? Est-ce parce qu'il n'y a pas plus de neige aujourd'hui qu'hier? Est-ce parce que quelque chose a changé? Ou est-ce parce que rien ne change? Pourquoi les enfants pleurent-ils? Le nain entraîne le géant sur le carrousel, qu'il veut être le seul à conduire. Désormais, il n'y aura plus de points cardinaux, ni de sens au vent. Ne subsiste que le mouvement giratoire étirant et déchiquetant les sphères. Il n'y a plus qu'un pôle unique où tout est parti et auquel tout aboutit. Et puis, ça se termine comme ça. Fermez la porte et oust, ordonne le nain, assis sur son pot dans le cabinet, au géant
qui en prend toute la place. Le nain s'émancipe. Le géant doit le laisser tranquille. Et ça s'arrête, évidemment, bien avant le moment où ça devrait, puisque les 9/10 des chapitres de cette histoire sont perdus, l'histoire de la vie, l'histoire des rapports entre un père et son fils. Marin mon cœur, de Eugène Savitskaya.